Chérif Diop, mesdames, messieurs, bonsoir. L'invité du 20h de ce soir, le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, CNES. Bonsoir, président Mansour Kama. Bonsoir, mon vieux. On attaque par l'actualité chaude. L'école sénégalaise est encore en crise. Déclaration forte du président Macky Sall hier lors d'un conseil présidentiel. Il n'y aura pas d'année blanche au Sénégal. 1% des Sénégalais se partagent la moitié des recettes fiscales du pays, ça ne peut pas continuer. Macky Sall toujours aux enseignants. Moi aussi, je suis un syndicaliste, mais un syndicaliste au service de tout le peuple. Réplique des enseignants, le président est mal informé. Comment réagit le citoyen et l'entrepreneur que vous êtes face à cette situation de l'école sénégalaise? J'étais à la rencontre d'hier lorsque Monsieur le Président de la République a fait ses déclarations très fortes, mais qui, à mon sens, ont été faites aussi avec beaucoup de sincérité de sa part. Et on sentait que l'homme était quand même touché quelque part par cette situation et l'impression que les choses ne bougent pas. Et c'est peut-être ça aussi qui nous amène aujourd'hui à dire qu'au-delà de la gravité de la situation, il faut bien qu'on prenne la mesure des risques auxquels notre pays est exposé aujourd'hui. Oui, quel est justement l'impact que cette crise répétée, il faut le dire, du système scolaire et universitaire peut avoir sur l'économie sénégalaise de manière générale, mais surtout sur l'employabilité et la compétitivité? Mais quand vous touchez à l'éducation, quand vous touchez à la formation, vous touchez à l'économie. Vous prenez une stratégie comme le plan Sénégal émergent, tout le monde est d'accord que dans ce plan, le pilier, au-delà des choix qui sont faits en termes de secteur à promouvoir, c'est la qualité des ressources humaines. Or, chaque instant qui sera perdu en matière de formation, notamment à l'endroit des jeunes, dans un pays où le chômage est aussi important, dans un pays où l'emploi des jeunes est la problématique majeure, il me paraît, j'allais dire, évident que toute crise qui touche l'école touche l'économie. On pourrait rentrer dans des chiffres pour considérer que lorsque vous avez une année blanche, vous avez entamé votre croissance et de manière considérable parce qu'il y a lieu de considérer que vous n'avez pas atteint un objectif qui est inscrit dans votre plan de développement et qui fait que les générations vont se succéder au fur et à mesure et les classes vont se succéder pour permettre justement un mouvement de la population. Et le Sénégal, qui avait cette belle réputation d'avoir des ressources humaines de qualité, va perdre cela. Va perdre cela. C'est la raison pour laquelle, vraiment, j'ai eu l'habitude de le dire, je peux comprendre les revendications. Mais j'ai trouvé paradoxal, quelque part, que, ayant signé, en tout cas à travers les centrales syndicales, et le patronat et l'État, le pacte de stabilité. Absolument. Depuis un an, en disant tous ensemble que ce pacte est un des piliers aujourd'hui de la compétitivité et du développement de notre pays, qu'on se retrouve encore dans une situation comme si le pacte n'existait pas. Et hier, pour revenir à ce que vous avez dit sur le président, l'interpellation qui a été faite à M. Mademba Sok est la même que je lui avais faite. Je lui avais dit, Mademba, il est de votre responsabilité, aussi, en tant que responsable des centrales syndicales, de rentrer dans la partie pour ramener vos troupes, j'allais dire, à la raison. Ce que j'appelle ramener les troupes à la raison, ce n'est pas de contester les revendications. Oui. Du tout. Je ne peux pas me mêler de ce que quelqu'un qui a la charge de défendre les intérêts de sa corporation, que je puisse remettre cela en cause. Ce que je remets en cause, c'est, j'allais dire, l'attitude jusqu'au boutiste. Le tout ou rien ne me paraît pas une bonne solution. Avec un risque d'année blanche. Parce que le risque d'année blanche affectera tout le monde. Donc, l'appel qui est lancé, c'est le même appel que nous lançons en tant que secteur économique, de dire attention. Il me paraît, moi, important que si c'est un problème de confiance, je suppose que les enseignants disent on n'a pas confiance dans le gouvernement. Mais alors, les médiateurs, s'ils acceptent qu'il y ait des médiateurs, il faudrait peut-être qu'ils fassent confiance aux médiateurs pour que ces médiateurs-là puissent dire voici ce que nous apportons à la table,
voilà ce qui est possible, et le reste, Oui. qui est un engagement, doit être exécuté dans un échéancier, suivant un échéancier qui sera fixé. Oui. J'ai l'impression que, sans être dans le secret des discussions, parce que je n'y participe pas, Oui. qu'on ne donne pas une porte, j'allais dire, ouverte Oui. à une sorte d'échéancier, mais dont les engagements seraient scellés, non pas par le gouvernement tout seul, mais avec peut-être ce qu'on considérait comme des médiateurs bénéficiant de la confiance. Très bien. Parlons de l'économie, du plan Sénégal émergent, plan qui a pour ambition de porter le taux de croissance à 7,1% entre 2016 et 2018. Mais il y a un problème de chiffres. Pour une fois qu'on a un patron sur ce plateau, que pensez-vous de presque cette guerre de chiffres? Le président a parlé de 4,5% de croissance pour 2014, des prévisions de 5,4%, des chiffres qui sont contestés quelque part. Quel est le bon chiffre, M. Kama? Je pense que le fait d'avoir ramené le taux de croissance prévisionnel de 5,4 à 4,5%, c'est qu'il y a des réalités qui ont rattrapé les prévisionnistes. Parmi ces réalités, il y a évidemment à considérer que les fondements de la croissance au Sénégal donnent une part relativement importante au secteur primaire, mais c'est surtout le secteur des services qui porte encore la croissance. Cela fragilise la croissance quelque part parce que le secteur industriel, donc, qui est dans le secondaire, a connu une période très difficile. Êtes-vous optimiste quant aux 5,4% de projection pour 2015? Non, je pense que nous n'atteindrons pas 5,4%. Ah oui. Parce que je Le gouvernement pense, doit revoir sa copie. à mon avis, sans que Qu'est-ce ça... qui serait raisonnable? Non, pour moi, tourner autour de 5% me paraît tout à fait raisonnable, Ouais. à partir du moment où il y a aussi des conditions qui devraient être remplies pour pouvoir avoir en 2015, or nous sommes déjà en 2015, je donne un exemple pour rapidement. Vous prenez le secteur du tourisme, sa contribution, pour qu'elle passe aujourd'hui de moins de 6% à 12% de notre PIB, demande que les réformes qui ont été annoncées par Monsieur le Président de la République, non seulement soient mises en œuvre, mais vous verrez que les effets ne se produiront que sur l'année prochaine, parce que simplement, quand vous devez signer même des accords avec des tour opérateurs pour qu'ils vous envoient des touristes, les prévisions qui sont faites, c'est que c'est la fin de l'année vers laquelle on va les mettre en œuvre. Sur le tourisme, je sais que vous êtes un opérateur sur ce plan-là. Alors, les mesures annoncées par le chef de l'État, réduction des taxes sur le billet d'avion, il semblerait que c'est autour de 10 000 francs CFA, pas plus, mais aussi la suppression du visa d'entrée pour les touristes qui veulent venir au Sénégal. Est-ce que c'est des mesures suffisantes si on ajoute les incitations fiscales aussi en Casamance? Écoutez, il faut toujours considérer qu'en économie, les déclarations aussi ont une certaine valeur, j'allais dire, économique. Et lorsqu'un président de la République, sur une situation qui est une situation qui a été controversée, puisque les analyses qui ont été faites sur le secteur en question mettaient aussi en avant la question du visa, mettaient en avant la question du coût de la destination Sénégal, de sorte que, donc, en annonçant cela, le président a suscité un intérêt, j'allais dire un regain d'intérêt pour le Sénégal en ce qui concerne les appels qu'on a reçus en disant, bon, est-ce que c'est bon qu'on puisse considérer que les annonces qui ont été faites vont s'exécuter. Dans ces conditions-là, nous sommes peut-être prêts à revoir les contrats que nous avions mis de côté sur le Sénégal parce que nous étions obligés, la nature ayant horreur du vide, de nous dire qu'il fallait aller vers d'autres destinations. Oui. Il s'y ajoute aussi que la montée en puissance du dollar ou la faiblesse de l'euro et puis du CFA. Du CFA, donc c'est un élément aussi qui risque de jouer. C'est la raison pour laquelle ces mesures vont être importantes, mais leur effet, véritablement, à mon avis, ce ne sera pas avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. On parle du tourisme, la transition est vite trouvée pour parler des transports aériens. Il y a la situation de Sénégal Airlines qui est dramatique. Le ministre des Transports a annoncé que le gouvernement envisage une recapitalisation. Un partenaire stratégique a été choisi qui réfléchit, ce partenaire, sur un plan d'affaires. Vous êtes au courant de ça? Habituellement, ce n'est pas un appel d'offres qui est lancé?
bien, non? Non, pas forcément. Oui. Vous savez, d'abord, il y a la nécessité pour un État de prendre ses responsabilités lorsqu'il s'agit d'une compagnie importante. Ce n'est pas la première fois que l'État accepte de puiser dans des ressources ou même de s'endetter pour aider à recapitaliser une entreprise importante. Le transport aérien est considéré peut-être comme un secteur stratégique. Maintenant, j'ai l'habitude, moi, d'être très respectueux de ce que j'appelle l'ordre établi, c'est-à-dire Sénégal Airlines n'a pas été liquidé. Donc ça veut dire que les actionnaires de Sénégal Airlines sont toujours là. C'est ça. Et parmi ces actionnaires, vous avez l'État, mais vous avez Des privés sénégalais. Je pense que ce sont ces privés sénégalais dont je ne fais pas partie, donc il me sera très difficile de vous donner un avis autre que celui d'un investisseur qui regarde. Mais je dirais que ces privés sénégalais devraient avoir une priorité en ce qui concerne la phase vers laquelle ils vont, qui demandera des négociations très serrées avec un repreneur, et ensuite le nettoyage qui s'impose, parce que l'endettement de Sénégal Airlines dont on parle dépasse les 50 milliards. Ça veut donc dire que la recapitalisation devra aussi induire soit une réduction drastique des parts détenues par les Sénégalais au profit d'un repreneur stratégique qui viendrait de l'étranger. Ces questions-là doivent être discutées, à mon avis, au sein du conseil d'administration et aussi avec les actionnaires et peut-être ouvrir encore le capital à d'autres Sénégalais. Vous êtes intéressé en ce moment-là? Tout dépendra de la qualité du repreneur. Mais vous savez, j'ai une thèse et vraiment je persiste et je signe. Les sociétés dites nationales qui ont cette importance ou stratégiques, mais l'ouverture du capital doit être faite en direction des citoyens lambda. On peut parfaitement imaginer Mamadou Ibra avec 10 millions acheter des actions dans Sénégal Airlines. Mais pourquoi est-ce que ce qui s'est fait avec... Qui d'autre 10 000 francs? Tout à fait. Ce sont des Sénégalais, ça leur appartient. Il y a une partie du capital qui devait leur revenir. Moi, je plaide pour ça, parce que c'est ça qui va donner cette adhésion à des projets et cette adhésion à des... Et les gens se reconnaîtront dans cette compagnie. Les gens voyageront par Sénégalais en se disant je suis actionnaire de Sénégal. Justement, est-ce que vous rassurez aujourd'hui, après la première année du plan Sénégal émergent, je sais que vous avez eu un débat assez houleux, on le dira, avec l'État. Est-ce que vous êtes rassuré en tant que secteur privé national par rapport à cette préférence nationale dont vous parlez souvent, ce patriotisme économique dont vous parlez souvent? Écoutez, si le débat a été houleux, bon, il ne l'a pas été véritablement à la dernière revue économique qui a donc passé au crible l'état actuel du plan Sénégal émergent. Et je pense que les réformes que nous avions demandées dans des textes sur le partenariat public-privé, sur le code des marchés, ces textes-là ont été pris et donnent quand même une ouverture beaucoup plus importante au secteur privé national et ont fait prendre conscience de la nécessité que le partenariat avec les entreprises étrangères se fasse dans un cadre qui est normé et non pas dans n'importe quelle condition. Maintenant, au point où nous en sommes, il faut qu'on passe, j'allais dire, à la faisabilité et la mise en œuvre de ces textes. Justement, par rapport au financement du PSE, il est attendu du secteur privé national près de 1000 milliards de francs CFA. Plus que ça. Plus que ça, oui. C'est combien exactement? Où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes sur une projection sur les années à venir, grosso modo, quand l'État mettra dans les 3 000 milliards ou 3 200 milliards, on demande que sur les 12 milliards qui restent, donc les 9 et quelques milliards ou 8 milliards soient donnés par le secteur privé. On dit secteur privé. Oui. C'est pas le secteur privé national et étranger. Oui. Mais il faut aujourd'hui comprendre que lorsqu'on dit cela, ce sont des projets qui sont des projets soit issus d'un partenariat public-privé ou purement privé qui seront comptabilisés dans ce lot
Très bien. de besoins d'investissement. Alors, on va parler quand même, Président Kama, et c'est la dernière question, de cette loi interdisant le sachet plastique votée par l'Assemblée nationale. Il y a certainement un enjeu industriel derrière, mais j'en profite pour poser une question domestique, puisque Futur Média est concerné avec son unité d'emballage et d'impression. Il se trouve qu'une de ces machines, d'une valeur de 2,5 milliards, a été endommagée par Dubai Portwood. Est-ce que, justement, il n'y a pas de problème là, tout en votant cette loi interdisant le sachet plastique? La loi n'interdit pas le plastique. Oui. La loi n'interdit pas le plastique. Ce que la loi interdit, c'est des sachets qui, pour la plupart, sont des sachets importés. Ce sont les sachets noirs que vous voyez avec des espèces d'épaulettes, comme on les appelle, où on peut les tenir. Ce sont ces sachets-là qui sont interdits. Et on demande aux industriels, puisque cette loi a été quand même concoctée dans le cadre de concertation très appuyée entre nous, donc notre secteur industriel, et le ministère de l'Environnement qui, pour l'essentiel, est maître d'œuvre. Ouais. En échange, et ça, ce sera peut-être pour vous et pour mon jeune frère Youssou Ndour, oui. En échange, vous pouvez fabriquer des sachets en plastique, mais de 30 microns. Absolument. Vous pourrez le faire. Tout maintenant, à fait. En plus je regrette que vous ayez subi un accident aussi grave, tout en espérant que les règles du transport maritime s'appliquant, vous aviez l'assurance et vous aviez tout ça. Donc, certainement, sans doute. Mais il y a une activité qui est quand même bloquée depuis plusieurs mois. Pour l'industriel que vous êtes, c'est une situation quand même absolument. très incommodante. Vous savez, quand vous avez investi de l'argent pour démarrer une activité et que vous l'avez planifiée, si vous avez un coup d'arrêt aussi brutal, c'est vrai que vous allez revoir votre business plan. Parce que ça veut dire que vous allez déraper sur les revenus qui auraient permis peut-être de payer ou de rembourser ou dans cette activité. Donc c'est regrettable, bon, mais ça arrive. Je ne veux pas dire que vous devez... Au contraire, je pense que bon, les questions d'assurance sont posées, mais la loi, si vous voulez faire le rapport avec la loi, n'est pas un blocage pour que vous lanciez votre opération. Bien au contraire. Je pense qu'une fois que vous aurez réglé cette question, je ne sais pas si vous allez avoir une machine neuve. Ah oui, parce que l'assurance dernier cri, de ce point de vue, il n'y a pas de crainte. Non, tout à fait, donc je veux dire, n'ayez pas de crainte. Le plastique n'est pas interdit, hein. Il faut vraiment que ça soit clair. Ce qu'on interdit, c'est ce plastique que vous voyez volter un peu partout, ces sachets noirs, mais les sachets, par exemple, de sel, les sachets en plastique de sucre et tout ça, ça va être continué. Ça va continuer à être fabriqué. Merci, Président Mansour Kama, président de la CNES. Chérif Diop, je te rends le micro. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Je vous reviens vendredi, Inch'Allah. Bonsoir.